Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 30e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir un texte de Hello Lingat qui a déjà été à l'honneur de l'émission numéro 23 avec le premier tome de sa saga dystopique post-apocalyptique Le Miroir des Égarés. Le texte que je vais vous lire aujourd'hui est le début du préquel de cette saga intitulé L'Ordre des Indésirables. Bonne écoute. Prologue. Il y avait eu un rêve, puis le cauchemar, un murmure peut-être, un cri, et le silence de la solitude. Enfin, le vide, absolu, sans retour en arrière possible. Celui qu'on ne peut connaître que lorsqu'on est tombé tout au fond d'un abîme, celui qu'on ne peut s'imaginer sans l'avoir vécu. Le réveil fut une morsure. Pas celle d'un animal, non, celle d'un monstre griffu et impitoyable. Une décharge dans les tempes, comme si 2 électrodes perforaient sa boîte crânienne. Chaque nerf brûlait. Une lumière blanche lacérant ses paupières endolories. Elle voulut se mouvoir, se tourner. Ses bras ne répondirent pas. Elle ne comprit pas tout de suite, son cerveau engourdi par du coton. Quelque chose la protégeait encore de l'impensable, de l'indicible. Quelque chose la maintenait solidement, poignets entravés, jambes écartées et liées à une table de bloc opératoire comme un animal qui attend sa mise à mort. L'acier glacé passait sous ses reins, à travers son pull, à travers sa peau, et venait emplir ses cellules. Elle sentit, dans sa bouche, un goût métallique. L'air lui-même saignait avec elle. Le froid de la mort rencontrait Miréa, encore en vie. Elle haleta. Une odeur d'antiseptique lui attaquait la gorge et le nez. La pièce semblait avoir été désinfectée 1000 fois. Le néon blafard au-dessus cliquetait, pulsant une vibration dans sa mâchoire. Ce qu'elle vit en premier, c'était ce halo terne qui l'aveuglait tout en semblant vouloir la garder éveillée. C'était idiot, mais ce flash lumineux la rassura un peu. Elle parcourut des yeux la pièce en se hissant à peine. Tout était sommaire, vide. Dans un coin du mur, il y avait une chaise transparente, épurée, design, qui n'avait rien à faire ici. Pas de barreaux, pas de fenêtre non plus, à peine une fente au sommet du mur qui envoyait un brin de jour. Près d'elle, une petite desserte immaculée, trop propre pour être anodine. Elle ne comprenait pas quel était cet endroit, ni comment elle s'était retrouvée là. Puis, comme un choc électrique, tout lui revint. Elle pensa à... Elle baissa lentement les yeux, et du bout de ses doigts, comme elle le put, elle souleva le tissu qui lui couvrait le buste, son ventre, plat, recousu, proprement. Une ligne fine, régulière, barrait le bas de son abdomen, à peine visible sous un pansement blanc qui collait à la peau. La couture était nette, chirurgicale, trop parfaite pour être rassurante. À chaque respiration, elle sentait un tiraillement discret. Des fils invisibles cherchaient à l'arracher de l'intérieur. Elle se dit que ce devrait être insoutenable, une douleur à hurler. Pourtant, ce n'était qu'une brûlure sourde, étouffée,
Elle comprit qu'on l'avait shootée à un produit qui l'anesthésiait sans l'éteindre. On voulait qu'elle sente, mais pas trop, qu'elle reste consciente, prisonnière de ce demi-monde, impuissante. Elle sentit son cœur se fissurer. Une seule larme roula sur sa tempe et vint s'écraser contre l'acier sous son visage. Puis la douleur se mua. Tout était à présent clair. Ils me l'ont pris, comme ils m'ont pris le premier, dit-elle péniblement, la voix à peine audible, comme si cela lui était impossible à prononcer. Elle sentit un feu noir remonter de ses entrailles, celui qu'on réserve aux mères qu'on crucifie, aux mères à qui on a tout pris. Mais c'était aussi celui qui forge les vengeances. Pleinement consciente, immobile comme un fil tendu, elle fixa le plafond de toute la haine qu'elle ressentait. On aurait dit que ses ennemis étaient scotchés là-haut. Elle ne bougeait plus, ne respirait presque pas, mais elle défiait ce plafond comme on fait face à son pire cauchemar. Cet instant, cette demi-seconde suspendue, c'était sa promesse silencieuse. Vous avez réveillé la mauvaise bête. Alors, les larmes se mirent à couler en continu. Et dans cette couche de ferraille, prise entre les murs aseptisés d'une cellule refermée sur elle-même, la guerre naquit. Les yeux encore humides, elle avait scellé l'essence de ce qui suivrait. Son poing s'était serré sans qu'elle s'en rende compte. Là, en si peu de mots, une détermination qui ne la quitterait plus jusqu'à ce qu'elle ait rendu la monnaie de leurs pièces à ces gens. Soudain, la porte s'ouvrit lentement, sans faire plus de bruit. Mireia tourna la tête, les paupières brûlantes, les joues empourprées. Des talons frappèrent, réguliers comme un métronome, résonnant dans l'espace stérile. Chaque pas tombait comme une gifle. L'air changea. Une odeur écœurante de vanille, mêlée à du musc entêtant, s'imposa brutalement. Le parfum resta suspendu un instant, comme une agression invisible, avant qu'elle n'apparaisse. Soupule rose, col roulé impeccable, tailleur ajusté, cheveux blonds lissés à l'extrême, lèvres framboises, mascara noir épais. Une publicité incarnée, une perfection glaciale. « Tu es réveillé. Parfait, » déclara la femme. Le ton était bien trop calme pour être bienveillant. C'était celui qu'on réserve aux cobayes, juste avant de les torturer. « Tu m'as manqué, tu sais. Ça fait combien ? 10 ans au moins ?» Mireia ne répondit pas. Elle la connaissait trop bien. Calice de Weyren. Ex-meilleures amies. Elles avaient étudié ensemble, mais pris des trajectoires opposées. Mireia, médecine militaire par vocation. Calice, propulsée par ses contacts, et aujourd'hui coprésidente de Cineria, mariée par intérêt à Silas Groll, patron obèse et influent. La rage prit feu en elle, mais son expression s'était réinventée, durcie. Du fer liquide semblait à présent jaillir de ses prunelles. Elle était devenue invincible. Calice s'assit sur la chaise qui semblait l'attendre, jambes croisées et superbe, parfaitement à l'aise. « Tu n'es plus une citoyenne, » ajouta-t-elle. « Tu es un sujet classé.
Ton ADN est versé au registre prioritaire, celui de ton fils aussi. Génétique oblige. Elle eut un rictus presque mécanique. Tu comprends. Il ne t'appartient plus. Pas plus que ton corps. Vos existences sont devenues ressources collectives. Mireia tenta de parler, mais elle ne fit que cracher. Ce fut un filet rouge au coin de ses lèvres qui se répandit le long de son menton. « Tu n'as pas le droit. Tu as un fils pourtant, toi aussi. Tu sais ce que c'est d'avoir un enfant, non ?» Calice pencha légèrement la tête. Rien ne semblait l'atteindre. Elle posa un dossier fuchsia sous les yeux de Mireia, comme une insulte. La provocation était autant dans la couleur que dans les mots écrits dessus. Sujet numéro 101, statut protégé, niveau 1. Niveau 1, reprit-elle, ça veut dire qu'il sera conservé intact, prioritaire, observé, nourri, changé, préservé comme le prototype d'une humanité nouvelle. Tu devrais être fier. Il pourrait devenir le premier être immortel. Mireia la fixa. Laisse-moi au moins le voir. Ça fait longtemps qu'il n'est plus là, ma pauvre. Les bébés ont été déplacés dans un endroit beaucoup plus high-tech qu'ici. Ouais. Le peu qu'il nous reste de technologie, on le réserve pour notre grand projet. Où l'avez-vous emmené ? Une douleur abominable traversa son ventre, mais elle la laissa venir. Elle voulait se souvenir de sa présence, la graver dans sa mémoire, même si la vie avec lui n'avait été rythmée que par des heures infernales. Ce n'était pas lui le problème, ce n'était pas lui le fautif, il était tout ce qu'il restait de beau dans cette histoire. Alors, elle ajouta sans ciller, la voix posée, claire et impeccable. « Je le retrouverai. » Oh, tu peux espérer, mais tu sais ce que fait l'espoir, Mireia. Ça retarde l'acceptation. Et ici, tu n'as plus le luxe du déni. Je le retrouverai et je le reprendrai. Mon fils, et tout ce que vous m'avez volé, même si je dois cramer tout Cinéria pour ça. Calice eut un large sourire, un sourire de celle qui se croit en totale confiance. Elle se leva, remit son tailleur en place d'un geste fluide presque discret. « Brûle tout ce que tu veux. On trouvera toujours un moyen de reconstruire parce que nous sommes le pouvoir en place, que tu le veuilles ou non. Oublie la politique. Le lead, c'est Cinéria qui l'a. Grâce à ton fils et à d'autres comme lui, nous allons trouver un moyen de rendre les meilleurs d'entre nous immortels. Il nous suffira de reproduire l'ADN de ta progéniture. Enfin, d'abord, on va tester tout ça sur autrui, bien entendu. Pas de raté pour nous. C'est de la folie! Vous le savez bien! Hurla Mireia. Tut. Je te rappelle que moi aussi je suis médecin. Tu parles de mérite! Toi avec ton diplôme sous blister obtenu par papa et ton mari impuissant que tu as épousé pour sa fortune! Pour la première fois, Mireia lut du mépris dans les yeux de son interlocutrice. Celle-ci se dirigea vers la porte et s'apprêta à quitter la pièce. Mais elle se ravisa, immobile, puis revint vers elle. « Comme je ne suis pas complètement sans cœur, tiens, c'est ton téléphone. » Mireia constata que c'était bien le cas. Elle fronça les sourcils devant un tel geste. « T'emballe pas, hein. Un de nos hackers l'a transformé en petit bijou manipulable. Il a été bridé, et bref, tu as 5 minutes par jour.
pas une de plus. Le décompte démarre à la seconde où tu parles. Embrasse bien chaleureusement ton frère pour moi, fit-elle, un sourire provocateur pendu à ses lèvres pleines de gloss. Elle déposa délicatement le téléphone à côté de sa tête, ses ongles vernis cognant contre la surface dure de la table. « Et t'en fais pas, encore quelques heures et on pourra te détacher. »« Qu'est-ce que vous allez me faire ?» Elle souffla brièvement par le nez et rétorqua glaciale en lui jetant un dernier regard de supériorité. « Crois-moi, tu ne veux pas savoir. » Cette fois, elle s'éloigna. La porte claqua, sans appel. Elle se contorsionna dans la douleur pour récupérer le téléphone de sa main gauche. Les dents serrées, elle réprima un hurlement, sa cicatrice tirait. Elle déverrouilla l'appareil, soulagée, puis parcourut son répertoire d'un doigt sale et tremblant. Les noms apparaissaient flous, coincés entre les sanglots et la confusion. Mais elle connaissait encore ce numéro par cœur. Elle ne l'avait jamais oublié, et il n'en avait jamais changé. Le téléphone était tiède. Calice y avait laissé son empreinte. « Allez, Rhett, décroche, s'il te plaît !» Tonalité. Encore. Pas de réponse. Dans la panique et le stress, elle lâcha le téléphone qui vint s'écraser par terre. Enfermée, prise au piège et seule, elle hurla de rage. « Calice !» Le nom ricocha contre l'acier, se perdit dans le couloir, et le silence revint, plus cruel que la douleur. Chapitre 1. Mémoire fantôme. Fracas. Une boule de billard vola à travers la pièce. Un homme s'effondra sur une table, faisant tomber des verres à moitié vides. Rhett se redressa, respiration lourde, lèvres fendues qu'il essuya grossièrement, le poing tuméfié par l'impact qu'il secouait en grimaçant. « Tu croyais me baiser, hein ? La prochaine fois, je crame ton rad et toi avec, t'as compris ?» Il arracha une liasse de billets de la poche de l'autre qui beuglait au sol en se tenant l'estomac. Le portable dans sa poche se mit à vibrer. Il jeta un œil, détaché. Mireia, un appel manqué. Son estomac se contracta d'un coup, comme frappé de l'intérieur. En un quart de seconde, son expression avait changé. Odeur de bière éventée et de tabac froid. Le sol collait aux semelles. Chaque pas traînait un bruit visqueux. Au fond du bar, l'écran géant, plein de traces de doigts, tournait en continu. La présentatrice d'un journal télévisé annonçait « Des disparitions d'enfants inquiétantes signalées. On ignore encore ce qui se passe, mais plusieurs parents déplorent des enlèvements de nouveau-nés survenant dès leur séjour en maternité. Est-ce l'acte d'un déséquilibré, d'un réseau de trafic d'enfants ou bien un phénomène que personne ne mesure encore? Il est trop tôt pour le savoir, les services concernés mènent l'enquête. Toutefois, dans la société actuelle, en proie à l'ultra-violence quotidienne, tous les scénarios sont envisageables et plongent les familles concernées dans un profond désarroi. » Sur le téléviseur, un couple en larmes. Rhett se détourna de l'écran comme on se détourne de la réalité et il claqua la porte pour se diriger vers sa moto noire et grise. Il l'enfourcha et fit rugir le moteur d'un coup de pied pour se défouler. Le vent sifflait dans ses oreilles, la rue était vide. Il faut dire que les bars en zone grise étaient évités telle la peste par la population. On y trouvait surtout la pègre, la prostitution et le crime. Lui, il s'en moquait. Il avait toujours évolué dans des milieux à la marge et connaissait cet univers underground, parfois glauque. Il savait y naviguer. Là, seul dans cette rue, il tentait surtout d'éteindre l'incendie ravivé dans sa tête. Mais c'était trop tard.
Elle lui était revenue en pleine gueule, sans prévenir. Ses intonations, claires, autoritaires, reconnaissables entre mille. « T'as pas le droit d'y aller sans moi, arrête !» Elle a 6 ans, les poings sur les hanches, les genoux écorchés, ses couettes tremblant de rage. Il ricane, il en a 11. Et les ordres, c'est lui qui les donne. « T'es qu'une gamine, fous-moi la paix. Je te jure que si tu me laisses, je te cause plus jamais. » « Ouais, c'est ça. » Il saute par-dessus le grillage sans se retourner. Juste avant d'atterrir, il l'entend. « Quand je serai grande, j'aurai plus besoin de toi, tu verras. » Rhett serra finalement les freins avec force. Le cri du passé lui lacérait les tympans et il ne savait pas quoi en faire. Il retira son casque d'un geste vif comme s'il étouffait, inspira profondément et plissa les yeux à cause des rayons du soleil. « Tu l'as dit, et tu l'as fait, Mireia. » Il baissa la tête vers le sol où des détritus jonchaient les pavés de l'ancien monde, emportés par des rafales de vent régulières, puis reprit le téléphone. Vérifia encore. Comme si le nom avait pu disparaître ou que tout cela n'avait été qu'une mauvaise farce. Il relança la moto. Le moteur rugit, couvrant la voix de sa sœur. Sans hésitation cette fois, il disparut, faisant voler la poussière derrière lui. Chapitre 2. Cicatrice. Rhett! Une larme glissa sur la joue de Mireia. Elle parcourut ses phalanges abîmées qui tremblaient sous l'éclairage désincarné. Et doucement, elle commença à égrener en repliant péniblement ses doigts l'un après l'autre. On aurait dit que ses tendons allaient rompre. 1 pour cet appel manqué. 1 pour ce silence. 1 pour chaque battement de cœur sans réponse. 2 pour 2 enfants qu'on lui avait arrachés, presque coup sur coup. À la fin de ce comptage, il ne restait plus que son poing, qu'elle brandit telle une menace. L'impression persistait d'avoir quitté un enfer pour un autre, sans transition. Au moins, dans ce sous-sol où elle avait été captive, il restait ce petit être qui grandissait malgré le néant et la misère tout autour, protégé, en sécurité, lové au creux de ses viscères. Aucun prénom encore, néanmoins une certitude irrationnelle, ce serait un garçon. Christian ne voulait pas de cet enfant. Mais elle le voulait, de toute son âme. Christian ne supportait pas l'amour qu'elle portait à Joe. Son fils était pour lui un rival. Il n'avait jamais supporté que Mireia soit si proche de son aîné. Il enviait et haïssait cet amour qu'on ne vit qu'une fois, l'amour d'une mère. Bien au-delà des sentiments qu'on peut avoir pour un homme, ce lien indéfectible et qui hurlait « Quoi que tu décides, tu seras toujours mon fils !» Sans condition, sans concession. Christian ne pouvait envisager un tel lien. Sous ses airs faussement aimables en public, il n'était que jalousie, poison, pathétique tyran. Il était entré dans une frénésie possessive, maladive et extrême. Mireia ne l'avait pas vu venir. Au premier abord, il paraissait tout à fait charmant, se faisait apprécier de tous. Elle pensait que ces choses-là n'arrivaient qu'aux femmes paumées. La honte la rongeait. Avec sa tête sur les épaules, elle était pourtant tombée dans ses filets. Après la mort brutale de Robin, le père de Joe, elle avait cru trouver un refuge. En réalité, c'était la gueule du loup dans laquelle elle s'était jetée. Et tout, depuis cette rencontre,
l'avait menée jusqu'ici, attachée à cette table, dans cette pièce étouffante. Elle se surprenait encore à penser que ça ne pouvait pas finir ainsi. Pas dans ce dénuement, dans ce désespoir. C'était impossible. Non, ce n'était pas négociable. Soudain, elle entendit du bruit. Quelqu'un venait. Elle pensa immédiatement à Calice. Elle était toujours là, saucissonnée tel un gibier prêt à être découpé, sans défense. Raide, cambrée, c'était son seul moyen de résister dans ce décor stérile. Le chrome mordait ses omoplates, ses poignets brûlaient sous les liens plastiques, une sueur désagréable lui collait la nuque. La porte s'ouvrit d'un coup, rebondissant contre le mur. Un agent de sécurité de Cineria poussa une femme à l'intérieur de la pièce, les poignets liés fermement. Celle-ci trébucha et vint tomber au pied de la table où se trouvait Mireia. « Allez, reste là-dedans, toi. Ça t'apprendra à foutre ton nez dans des affaires qui ne te concernent pas. Et puis, vous vous tiendrez chaud. » Il referma la porte aussi sec. Elle n'était plus seule. Mais elle ignorait encore si c'était une bonne chose. Vous venez d'entendre un extrait de L'Ordre des Indésirables, préquel de la saga post-apocalyptique Le Miroir des Égarés de L.O. Lingat. Le tome 1, Un monde sans nom, et le tome 2, Les Terres oubliées, sont sortis en 2025. Quant au tome 3, Le Retour des héritiers, il est prévu pour 2026. Tous ces livres sont disponibles sur Amazon ou dans les salons et autres événements auxquels participe L.O. Lingat. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que pour me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou laisser un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.